Tu redis un mot? Ouais. Donc, À toi, Mathilde. Donc, brièvement, le rappel des enjeux, la finalité, pourquoi on fait tout ça. Donc, on sait maintenant, c'est prouvé, que la nature fait du bien aux enfants et même aux grands, pour un souci de mieux vivre, de santé, de bien-être. On a toutes les raisons d'œuvrer dans ce sens-là. Nous allons inviter Yannick peut-être à éteindre son micro, ou Daniela, ou Simone, si vous pouvez éteindre votre micro. Ensuite, Pardon. on sait que mettre en contact les enfants dans la nature, ça concourt à sa construction du lien et de son rapport à la nature. Au passage, on leur apporte des connaissances naturalistes et scientifiques. Ensuite, on sait que en œuvrant dans ce sens-là, en comprenant la construction du regard sur son milieu de vie, bah, il va développer sa culture d'éco-citoyenneté. Et donc, il y a quand même une utilité plus tard à ce qu'il ait, il ait dans son bagage un intérêt à protéger l'environnement et à faire attention à son environnement. Et découle de tout ça un enjeu du maintien de la biodiversité en ville, mais pas que en ville, mais en tout cas là, comme on cible la ville, il y a vraiment cet enjeu du maintien de la biodiversité. Donc voilà pour ce petit rappel très bref de pourquoi on fait ça, en fait, la finalité. C'est vrai qu'au vu aussi du profil de personnes qui répond, vous êtes tous animateurs nature, voilà, les enseignants, vous allez trouver pas mal de ressources si vous voulez vraiment creuser la question de pourquoi il est important de remettre les enfants dans la nature. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire-là, donc on ne détaille pas plus. Après, si vous voulez avoir plus d'arguments, en tout cas aussi dans votre discours, avoir des arguments plus détaillés, on vous mettra aussi des documents qui permettent aussi de détailler votre discours. Si vous voulez convaincre les parents, convaincre votre direction, voilà, vous avez moyen de retrouver pas mal de documents pour vous aider dans votre argumentaire. Voilà, François, je te laisse la parole pour l'aspect plutôt stratégique. Quelle stratégie j'ai si je veux travailler autour de la nature dans mon école, dans mon collège, en plein centre-ville, en ville, dans un milieu urbain, comment je fais? Ok. Voilà. Merci Mathilde. Je me permets de repréciser pour les dernières personnes qui sont arrivées que là, nous avons fait plusieurs choix en préparant ce petit moment. On s'est d'abord dit qu'on allait plutôt s'attacher à comment on fait pour développer des projets sur la nature en ville, plutôt que de vous faire des grands discours sur la situation des citadins et des ruraux. On a passé ces arguments-là. On s'attache vraiment à comment on fait. Et par ailleurs, je redis ce qu'a dit Mathilde tout à l'heure, nous ne sommes pas des experts de la question, nous sommes des experts de rien du tout. Par contre, nous avons passé beaucoup de temps à regarder comment les autres faisaient. On a cherché quels étaient les outils les plus pertinents. Et en fait, nous allons être les témoins de ça, mais nous ne sommes pas des spécialistes de la nature en ville. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet et de voir techniquement quel type de projet, comment on peut s'y prendre, je vais partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. Mais là, j'ai des personnes bien informées qui vont savoir me dire si ça marche. Bah, attends, j'ai pas encore commencé. Oups, ouh là là, voilà. Daniela, on voit bien mon écran? On m'entend? Oui, tout est parfait. Parfait, merci bien. Bon, bah voilà. Allez, on y va. La nature en ville, grand sujet. Ça intéresse un peu tout le monde, hein, c'est normal.
L'époque est, la tendance est vraiment à remettre les enfants dehors. Et oui, mais mettre les enfants dehors, mettre les enfants au contact de la nature, et bien évidemment, c'est plus facile quand on est à la campagne que quand on est en ville. Toutefois, vous allez voir, la chose est tout à fait possible et envisageable. Mais la première question qu'on s'est posée avec Mathilde, c'est mais où est la nature en ville? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nature, quand on la cherche, on la trouve. Et nous avons… Oh ben, je vous propose d'ouvrir vos micros et on va faire des devinettes. Ceux qui ont envie de jouer. Ouvrez vos micros, je vous passe des diapos et vous allez voir, on a sélectionné quelques photos. Allez-y, dites tous les milieux que vous voyez. On vous écoute. On est où là? C'est-à-dire milieu urbain ou rural, c'est ça? Non, non, on est dans quel type de milieu? On est en ville. Une cour d'école. Une cour d'école. On est une cour d'école. Ok, vous avez bon. Après. Un jardin. Jardin particulier. Jardin particulier. Un parc urbain. Un parc urbain. Parc, square, voilà, exactement. Là, on est au Havre sur la promenade. Bravo, on est au Havre. Et alors, comme au Havre, à droite, on est sur du béton et à gauche, on est sur Une pelouse. Une esplanade. pelouse. Pelouse, espace vert. Pelouse, espace vert. Un village. Un petit bord de rivière. Bord de rivière. Oui, alors voilà, on va retenir le milieu rivière. Bien, La forêt. un petit bois. Forêt. Il existe des villes où on a aménagé quelques espaces forestiers. Une forêt. Une mare. Bon, une petite mare, ça peut arriver. En ville, on peut trouver des mares. Une Une friche. friche. Friche industrielle, friche tout court. Parfois, on parle d'espace délaissé. Un mur. Un mur. Eh oui. Et là, c'est le mur qui côtoie l'école de Mathilde, à Fécamp. Un pied de mur. Pied de mur. Une fissure. Voilà. La nature a cette capacité de s'adapter et dans la moindre fissure peut s'installer un végétal. La preuve. Un bord de trottoir. Oui, trottoir. Pas facile. Un pré. Pelouse. Oui, alors… Il y a des racines autour d'un arbre. Ma photo n'est pas excellente, je vais vous l'accorder. C'est un talus en fait, et cette personne montre que des abeilles solitaires se sont installées dans les talus. Et d'ailleurs, c'est bien connu, les gens qui connaissent les abeilles solitaires savent que je dirais 80%, elles font leur nid dans la terre, elles sont terricoles. Vous pouvez fermer vos micros pour éviter les bruits parasites et poursuivons. Voilà ce que nous avons remarqué quand nous avons exploré le champ de la nature en ville. Nous avons observé deux stratégies globalement. Il y a des établissements, des écoles ou des acteurs, ou là des animateurs nature, qui soit s'évertuent à aller dans la nature, ou alors de faire entrer la nature dans l'école. Aller dans la nature, ça peut être identifier des sujets d'études, des thèmes qu'on va développer. Certains pratiquent, comme c'est la grande tendance actuelle, l'école du dehors, c'est-à-dire une fréquentation régulière, hebdomadaire ou une fois tous les 15 jours, aller une demi-journée avec sa classe dans un lieu où il y a de la nature. Et j'ai des exemples, puisque nous sommes en Normandie, nous sommes là en Seine-Maritime et nous sommes là près du Havre, des collègues, des enseignants, qui pratiquent l'école du dehors en plein centre-ville du Havre.
mais elles ont trouvé un espace qui les accueille toutes les semaines. Il y a aussi le dispositif des aires terrestres éducatives qui peut prendre sa place en ville. Bon, voilà pour quelques exemples. Je sais qu'il y en a d'autres, mais quelques exemples qui consistent à sortir de l'établissement scolaire pour aller à la rencontre de la nature hors les murs. Si maintenant on a des difficultés à sortir pour des raisons X, de pauvreté, du milieu ou de moyens, eh bien, faire entrer la nature dans l'école, ça peut consister à développer des coins nature. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, donc, aménager un espace favorable à la biodiversité dans un coin de la cour de l'école. Donc, on sent quelque chose qui peut être très modeste, mais qui peut être aussi très ambitieux. Faire entrer la nature dans l'école, c'est aussi procéder à une renaturation. Et tout à l'heure, si toutefois le participant à ce webinaire est arrivé, ou la participante, malheureusement, je ne m'en souviens plus, mais quelqu'un nous a proposé un témoignage sur de la renaturation de cours d'école. Et il y a aussi une activité jardinage qui peut se pratiquer beaucoup. Là, donc, c'est plutôt faire entrer la nature dans l'école. On peut faire les deux aussi. Et on peut faire les 6. On peut faire les deux. Nous avons remarqué dans les différents projets qu'il y a à prendre en compte un niveau d'ambition. Il y a des projets ou des enseignants qui partent dans une simple découverte. Ils vont faire quelques activités, parfois peut-être même une activité one-shot, en faisant intervenir une structure d'éducation à l'environnement ou eux-mêmes en organisant simplement une chasse au trésor, un rallye en ville, qui donc va être quelque chose de limité dans le temps et dans l'ambition, parce que c'est le choix de l'enseignant et donc c'est indiscutable. Mais on observe aussi des projets qui sont beaucoup plus conséquents ou plus consistants, des projets qui vont s'étaler dans l'année, qui vont peut-être être même des projets d'école. On voit que les ingrédients d'un projet, eh bien, ce sont les objectifs. Et là aussi, ils peuvent être inscrits sur un gradient d'ambition. On peut avoir des objectifs très modestes ou très ambitieux. Le temps entre en compte, puisque on sait que dans une classe, un enseignant ne traite pas que les sujets de la nature, de la biodiversité, de l'environnement. Il a aussi plein d'autres sujets à traiter. Donc, quel temps va-t-il consacrer à son projet? Il sera réduit ou énorme. Il a la question des moyens, bien évidemment. Il a la question des partenaires. Il y a aussi la question des acteurs eux-mêmes. Les acteurs ont-ils envie de partir dans un grand projet ou un petit projet? Nous avons remarqué que dans la pratique des activités nature, qu'ils soient en ville comme ailleurs, peuvent s'inspirer de ce que nous appelons, nous techniquement, en animation nature, nous appelons des approches. Si on regarde ce schéma, il est organisé sur deux axes. Un axe rouge, horizontal, qui tient compte du fait qu'une personne, quelle qu'elle soit, peut avoir des composantes qui vont vers la gauche sur des choses extrêmement rationnelles et sur la droite des choses beaucoup plus subjectives. À gauche, l'objectivité, à droite, la subjectivité. Ou encore, sur un axe vertical, plus on est haut sur l'axe vertical, on est sur des choses qui sont plutôt intérieures à la personne. Et quand on descend sur cet axe vertical, on est plutôt sur l'extérieur de la personne. En haut de ce schéma, des activités, des composantes qui s'adressent plutôt à l'esprit. Et dans le bas de ce schéma, des activités qui s'adressent plutôt au corps. Ce schéma, il a été
il a été formalisé et formulé par un animateur nature bien connu dans le monde de l'éducation à la nature qui s'appelle Hervé Brugnot et qui sévit dans le Jura. Et Hervé n'a pas son pareil pour réussir à rendre concret une théorie. Là, ce schéma est directement inspiré pour lui des peuples premiers ou des psychologues qui décrivent la personnalité organisée de cette manière-là. Cette présentation convient à beaucoup de gens et elle peut être mise en discussion tout à fait volontiers. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, eh bien, quand on organise nos activités, nous les animateurs nature, on sait très bien que nous avons plusieurs cordes à notre arc. Alors, je vais prendre un exemple un petit peu pas au hasard. Si on organise des activités qui vont être d'ordre naturaliste. Les activités naturalistes, elles consistent à s'intéresser aux espèces, aux milieux, au fonctionnement. On est dans le scientifique, mais donc vous voyez qu'on est quand même dans l'objectivité et dans les activités raisonnables. Toutefois, à l'intérieur du cercle, vous voyez que la couleur verte est répartie. Et donc, ce n'est pas quelque chose de très ponctuel qui correspond au fonctionnement de la personne, mais ça peut être quelque chose de très raisonné, mais les activités naturalistes, elles peuvent être aussi s'adresser au corps parce qu'il va y avoir des manipulations, de l'observation à faire. Sans rentrer trop dans les détails, car ce schéma mériterait qu'on y passe beaucoup de temps, mais on observe que les activités nature et en ville font tout le tour de cette roue, font tout le tour et donc s'adressent à toutes les composantes du fonctionnement de l'homme et donc des enfants. Ce qui fait que des activités sensorielles, elles sont en bas, elles sont de couleur marron, peuvent être une manière de découvrir la nature en ville. Mais les jeux, alors là, vous voyez la couleur vert clair, vous voyez la place qu'elle occupe sur ce disque, c'est énorme. Organiser des activités ludiques comme des chasses au trésor, des rallyes en ville, semble tout à fait pertinent. Les activités artistiques, on va parler de land art pour ne citer que les plus courantes, sont un mode de découverte de la nature en ville. Place à l'imaginaire, au symbolique, je fais tout le tour de la roue. Pourquoi pas aux ateliers philo? Quelle est la place de l'homme en ville? Les activités scientifiques aussi, nous allons en reparler. Donc, nous voulions vous présenter ces différents aspects que peuvent prendre les activités en ville. Pour en savoir plus, allez voir les vidéos sur YouTube de Hervé Brugnot. Vous avez déjà noté dans un coin son nom sans faire de faute. Vous avez bien fait. Maintenant, nous nous sommes intéressés à l'organisation des activités, c'est-à-dire un enseignant ou un animateur ou quelqu'un d'autre, un éducateur de tout poil qui voudrait se lancer dans la mise en œuvre d'un projet sur la nature en ville. Nous avons repéré trois grandes démarches qui ne s'opposent pas, qui sont même plutôt un peu complémentaires, mais qui ont leurs caractéristiques propres. Je vais vous les décrire une par une. Nous avons trouvé la première dans un document qui vient du Grand Est, qui a été fait par les clubs CPN et qui s'intitule « À l'école de la biodiversité ». Il y en a trois, il y a trois classeurs. Il y a à l'école de la biodiversité pour l'école primaire, c'est ce document qu'on peut trouver dans la boutique de la FCPN. Il y a un document qui s'intitule à l'école de la biodiversité au collège et un troisième au lycée. Malheureusement, ces deux derniers ne sont pas disponibles, comme ça, à moins que vous ayez des filons.
il faut chercher pour les trouver. Ils ne sont pas en vente. Ils n'ont pas été réédités. Ils ne sont pas en vente sur la boutique FCPN. Alors, ce qui nous a intéressé, c'est la démarche qui est employée. Ici, on va dire, pour appeler cette démarche une démarche un peu traditionnelle. Je vous la décris phase par phase assez rapidement. Sinon, je vais me faire disputer par Mathilde. Elle a l'œil, vous ne la voyez peut-être pas, mais elle a l'œil sur la montre. Et voilà. Donc, comment s'organise quelle est la proposition à l'école de la biodiversité? Premièrement, évidemment, amener le sujet, provoquer la motivation chez les enfants. Ensuite, partir des représentations des enfants. Malheureusement, là, je ne rentre pas non plus dans le détail, mais enseignants, animateurs nature pratiquent très souvent cet exercice de faire émerger la manière dont les enfants voient le problème, le sujet, la problématique, et de partir de leur représentation. Ensuite, là, à l'école de la biodiversité, il y a un tas d'activités, de jeux, de techniques pour organiser la découverte des enfants autour de l'école. Donc, il y a des fiches, je vous laisserai les découvrir, qui permettent une exploration un petit peu sauvage. Ensuite, dans ce classeur, des tas d'activités avec les outils appropriés qui sont d'ailleurs qui sont dans ce classeur et qu'on peut se construire. C'est dans les fiches, il faut détacher, c'est prédétachable. On les construit, on se fabrique ces outils pour réaliser des apports de connaissances. J'irai un petit peu plus loin. Traditionnellement, depuis longtemps maintenant, en matière d'éducation à l'environnement, on distingue l'apport de connaissances pures, l'apport de savoir-faire C'est petit écran, c'est la merde. et l'apport de savoir-être. Et une fois que ces apports ces apports de connaissances ont été faits, là on parle de la connaissance des insectes, des écosystèmes, eh bien on identifie une action de protection. Et dans ce classeur, il y a toute une série de fiches qui expliquent comment aménager un coin. Très clairement, à l'école de la biodiversité, on nous conduit vers l'aménagement d'un coin nature dans l'école ou comment relever le niveau de biodiversité au sein de l'école. Je poursuis Et je dis juste un mot, c'est vrai que ce qui se profile quand on est dans un contexte en centre-ville, la chose qui paraît la plus facile à faire, c'est d'apporter la nature dans l'école, parce qu'on n'a pas forcément accès facilement à des sites naturels proches, que ce soit parcs ou petits bois, espaces forestiers. Voilà, toutes les villes n'ont pas à disposition ce genre d'espace. Donc ça, quand on est enseignant, on n'y peut rien. Quoique, on peut toujours essayer de promouvoir et essayer de faire du lien avec les autres, avec les communautés de communes, enfin les mairies. Mais voilà, en tout cas, dans l'école, on a la main, et c'est vrai que c'est une des premières stratégies qui paraît la plus facile, apporter la nature dans l'école. Donc, c'est un bon outil pour se lancer aussi dans son coin nature, quoi. Pour que la chaîne soit complète, très généralement, on médiatise ce qu'on a fait. Non pas forcément pour se faire valoriser ou quoi, mais plutôt pour rendre visible une action qui a été faite. On inaugure le coin nature, on fait venir le journaliste. Encore une fois, ce n'est pas forcément pour se faire mousser. N'empêche que des enfants qui voient dans le journal un article qui parle de leur action, eh bien, mine de rien, ça ancre dans la société l'action et ça la rend socialement installée. Les enseignants connaissent bien la fondation La main à la pâte. Alors là, nous sommes très résolument sur un peu une autre approche, mais qui a des parallèles avec la précédente. On est dans
l'approche scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous avons repéré des projets sur la nature en ville qui ont été conduits par des enseignants du Ménil-Esnard, c'est près de Rouen, c'est en Seine-Maritime. Et vous aurez tout à l'heure les liens pour aller voir comment l'enseignant a conduit son projet. Ça part toujours d'une exploration, d'une observation qui permettent d'identifier une situation problème. Tiens, pourquoi sur cette plate-bande-là, il y a des mauvaises herbes qui poussent dans les plates-bandes, le jardinier est tout le temps en train de lutter contre. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi les abeilles viennent forcément sur cet endroit-là et ne vont pas ailleurs? Donc, pourquoi sur ce mur, comment les plantes font pour réussir à s'installer sur un mur alors qu'il n'y a pas de terre? Donc, vous voyez des tas de situations de problèmes qui peuvent être identifiées par les enfants quand on a su organiser les observations et permis l'exploration. Quand une situation de problème a été identifiée par tout le monde, par la classe notamment, on invite les enfants à y mettre des hypothèses qui conduisent à des expérimentations qu'on met en place dans le temps. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais ces expérimentations amènent à des résultats. Ça a marché, ça n'a pas marché. On a essayé, ça on l'a mis en plein soleil et visiblement, ça pousse mieux que quand on le met à l'ombre. Donc, ces résultats s'analysent et conduisent à des interprétations. Et de ces interprétations, on peut formuler des conclusions. C'est la célèbre approche expérimentale ou approche scientifique, comme on la nomme parfois, qui est aussi une très jolie ossature pour conduire un projet sur la nature en ville. Elle nous plaît bien, cette démarche, parce que d'abord, l'enfant est acteur du début jusqu'à la fin. Ensuite, il est créatif, c'est lui qui va inventer des dispositifs expérimentaux. Ensuite, c'est lui-même qui va être conduit à observer, à analyser, à interpréter. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire « tu vois, la nature, ça marche comme ça ». C'est lui-même qui va déduire des expérimentations, un certain nombre de données, de fonctionnements, de lois qu'il va avoir construit, observé lui-même. Et donc, c'est un peu une autoconstruction du savoir qui là, nous conduit vers l'objectivité et vers l'esprit critique versus montrer aux enfants que voilà, les choses sont comme ça et c'est comme ça. Donc, on accorde un intérêt pédagogique d'assez haut niveau à cette méthode expérimentale. Et pour terminer, une troisième démarche que nous avons observée et qui est proposée dans le monde de l'éducation à la nature par nos amis belges et par le service environnement de Bruxelles, qui propose un outil qui s'appelle la biodiversité et l'école, la ville côté nature. Nous vous recommandons cet outil téléchargeable. Il est de haut niveau et nous allons bien sûr vous donner les liens et les moyens de vous le procurer. Alors, qu'a-t-il d'original? Je dirais presque qu'il est hybride des deux premiers. Et il s'inspire, encore une fois, d'une petite théorie, d'une grande théorie formulée par Hervé Brugnot. Lui appelle ça le chemin des 5 pierres. Sans doute, certains d'entre vous connaissent déjà cette proposition, qui est une proposition de stratégie d'éducation à la nature. Elle est en train de faire son chemin dans tous nos réseaux, réserves, parcs, CPN, Forest School. On s'intéresse de très près à cette proposition méthodologique et qui s'inscrit dans le temps. Je vous la déroule en quelques mots, malheureusement, obligé de faire vite.
Cette stratégie, elle dit que tout doit commencer par le vécu dans la nature. Aller dans la ville, aller dans les quartiers, les fréquenter pour toutes les raisons sont bonnes pour aller y vivre des expériences de nature qui permettent de comprendre la présence de la nature, sa diversité et peut-être même de commencer des observations qui vont nous permettre de mettre le doigt sur quelques interrogations, voire des dysfonctionnements, voire identifier des déséquilibres, ce qui permet de commencer à entrer dans le champ de la connaissance du lieu de vie, et là, du quartier, de ce qu'il y a dans l'école ou ce qu'il y a autour de l'école. Et alors, la construction, là, pierre après pierre, va nous conduire à une sorte de cairn, peut-être. Ça va avoir la forme d'un empilement de phases. La troisième étant de commencer à comprendre comment la nature fonctionne. Et là, l'accompagnateur ou l'animateur ou l'enseignant va pouvoir commencer à mettre des connaissances sur et des explications sur les déséquilibres observés précédemment sur la pierre blanche. La pierre jaune est la pierre du changement du regard et la pierre de l'intégration de comment la nature, ça fonctionne. Et c'est intéressant de savoir comment la nature fonctionne parce que quand on sait comment ça fonctionne, on voit où sont les dysfonctionnements et on comprend pourquoi ça dysfonctionne. Ce qui fait que la pierre suivante vient naturellement conduire l'individu, la personne, vers l'action. Et là, encore une fois, on peut laisser la place à la création. Laissons les enfants inventer des solutions. On sait qu'ils sont créatifs et donc laissons-les trouver. On est là pour les accompagner, mais on peut aussi leur laisser une grande marge de manœuvre et les solutions seront d'autant plus acceptées que c'est eux qui les auront trouvées, formulées. Et agir, c'est conduire vers l'engagement, c'est la prise en charge à la fois des solutions et des remédiations. Et là, l'enfant devient citoyen, il devient éco-citoyen, il s'engage. Je m'arrête un tout petit peu sur cette question de l'engagement pour connaître un peu ce qui se passe. Là, ici, dans la région, on voit bien nos interlocuteurs, nos partenaires, comme les institutions départementales, régionales, voire l'État, voire l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Que disent ces partenaires? Eh bien, ils râlent parce qu'ils voient une absence d'engagement du citoyen et ils nous demandent de réfléchir à cette question que les classes, les groupes, les clubs, les individus s'engagent dans l'action. Et pour terminer, Hervé ajoute la cinquième pierre, qui est la pierre, lui, il la nomme de la sacralisation. Alors, on peut y voir un côté religieux si vous le souhaitez et si c'est votre logiciel, mais on peut aussi y voir la sacralisation dans le sens de quelque chose est sacré, ça veut dire qu'on n'y touche plus. C'est stabilisé et donc c'est l'état normal des choses que la nature en ville soit sauvegardée, protégée. Alors vous voyez ce petit empilement, nous le trouvons sacrément malin parce que d'abord il relève d'une logique implacable, les phases ne peuvent pas être inversées, mais le fait de présenter ça comme un empilement de pierres, ça nous permet de prendre conscience d'une chose, c'est que pour que l'équilibre soit respecté, les masses doivent l'être aussi. Et imaginons quelqu'un qui a une toute petite pierre noire, autrement dit, à la base, qui n'a pas compris son lien à la nature, qui n'a pas vécu dans la nature. Mais à quoi servirait de lui apporter de la connaissance? Ça n'aurait pas de sens. Je prends un autre exemple.
une personne hyper engagée, très actif, un protecteur de la nature de tous les instants, qui aurait une pierre rouge extrêmement développée. Imaginons que cette pierre rouge surdéveloppée soit sur une assise de pierre jaune ou blanche extrêmement réduite. Autrement dit, quelqu'un qui n'aurait pas un bagage de connaissances suffisant et qui voudrait agir. On comprend bien que ces actions risquent de ne pas être hyper pertinentes. Donc, nous avons trouvé cette présentation, à la fois cet enchaînement et cet équilibre des phases, une proposition très très pertinente. Eh bien, ce que propose la biodiversité à l'école, donc nos amis belges de Bruxelles, c'est d'organiser l'action selon ce schéma-là. Il n'est sûrement pas nécessaire de les reprendre une par une, mais téléchargez ce guide et vous verrez, à chaque phase, il y a une ribambelle d'actions, des idées d'activités, depuis des activités sensorielles de découverte du milieu jusqu'à des activités de compréhension de la nature, sur les insectes, sur les plantes, les sciences participatives. Vous allez voir, c'est extrêmement complet et ça peut, pour nous, être un outil extrêmement inspirant. Et c'est la ville côté nature, hein, le sous-titre. Donc ça se passe en plein Bruxelles. Oui, oui, c'est vraiment sur le thème de la nature en ville. Enfin, avec Mathilde, on avait repéré des activités, alors vraiment, hein, là, donc quelque chose, une activité très resserrée dans le temps, avec son petit déroulement, et on voulait vous en faire une avalanche, mais nous allons renoncer parce que, d'abord, sans doute, ce ne serait pas très facile à entendre. Nous allons nous contenter toutefois de vous citer le site de Biodiville, qui est en Île-de-France et qui est un portail qui regroupe acteurs, outils, idées d'activité, démarches sur la nature en ville. Franchement, vous pouvez là très certainement avoir l'ensemble des ressources. Alors toutefois, il y a quand même des choses qui nous ont bien fait marrer. On ne résiste pas au plaisir de vous les citer. Par exemple, travailler sur les cartes postales anciennes, c'est bluffant. Oui, évidemment, il faut mettre la main dessus. Mais quand on a trouvé des cartes postales anciennes, comparer l'ancien et l'existant est une activité absolument fantastique. On a vu des écoles faire mener des indices de biodiversité murale, c'est-à-dire, alors là aussi, vous allez trouver les fiches sur cette activité-là. C'est très malin, ça. Ou encore, une analyse de la géologie locale, rien qu'en regardant les façades des maisons. On n'est pas tout à fait dans la nature, mais toutefois, la géologie entre dans le champ des sciences et ça peut être tout à fait intéressant. On a vu des jeux d'analyse de paysages sonores et plein d'activités sensorielles qui sont tout à fait intéressantes à pratiquer, d'autant qu'elles sont adaptées aux tout petits. La recherche des espèces invasives est aussi un thème qui peut être sur le plan scientifique très intéressant. Les sciences participatives, j'espère que tout à l'heure, un témoignage va pouvoir nous en parler. Donc, pour l'instant, je n'ouvre pas de parenthèse. Nous avons vu des écoles organiser des plantations de micro-forêts. Allez chercher ça, tapez micro-forêts, les Little Big Forests. En anglais, c'est pour faire bien. C'est des projets d'école qui sont vraiment tout à fait pertinents. Et encore, allez fouiner du côté des guérillas, des garden guérilla ou guérilla gardening. Ça plaît beaucoup aux enfants. Et je crois que tout à l'heure, quelqu'un va nous citer un témoignage, va nous faire un témoignage là-dessus. Je n'en dis pas plus. On a vu aussi la grande mode des installations de ruches. Alors là, nous avons mis des points d'interrogation parce que nous nous interrogeons sur la pertinence de multiplier les ruches. Je répondrai à vos questions si vous en avez besoin. Et voilà. Et
Donc, désolé si j'espère que tout cela ne vous a pas paru trop long. Et on veut bien se prendre un petit temps. Si vous avez des questions, on peut se faire une rafale de questions. Pour ça, il faut que vous leviez la main. Vous avez dans le bandeau en bas, dans réaction, vous avez une petite main. Vous pouvez la lever. Et là, il faut quand même répondre à quelques questions s'il y en a. Et juste après, nous allons nous interroger pour savoir si les témoins sont présents pour des témoignages. Je crois qu'il faut que tu cliques là pour voir l'ensemble des… Non, si quelqu'un a une question, Ah, hop, pardon, voilà, regarde, toi, Yannick applaudit. Ah, si c'est pour faire des félicitations, allez-y, hein, vous pouvez aussi. Hein. Donc, on aime bien ça, surtout Mathilde. Ok. Alors moi, c'est pas Yannick, c'est Louise en fait. J'ai 2 ordinateurs d'allumés. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça fait pas du parapitage si tu as tes 2 ordi d'allumés? Non, c'est bon. Enfin, il y a mon téléphone et l'ordi, mais là, c'est bon, ça marche. Mais attends, c'est Louise. Louise. Hulotte et Ciboulette en Vendée. Oh, ben Louise, comment vas-tu? Excusez-nous. Ça va bien. Ça Non, va mais il y a bien. du monde. Je voulais partager quelque chose que j'ai vécu il y a quelques semaines, la semaine dernière ou la semaine d'avant. On est parti faire ce qu'on appelle un road trip du côté de Nantes, Angers, voir les copines et les copains qui pratiquent la pédagogie par la nature. Et on s'est retrouvés à Nantes, chez Sandra qui est actuellement, je pense, connectée, j'espère. Et en fait, on a vraiment été, j'ai envie de dire, touchés par ce qu'on a partagé avec elle. Parce qu'elle est vraiment au milieu des tours, dans un quartier qui s'appelle Bellevue à Nantes, qui est un quartier hyper populaire, avec vraiment une population d'enfants qui vivent des choses pas simples. Et en fait, on a beaucoup échangé avec elle sur… en fait, elle fait plein de choses et c'est extraordinaire ce qu'elle fait, mais elle est vraiment confrontée à de la violence, à des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est un sujet que j'avais envie de poser un peu sur la table parce qu'il y a une réalité par rapport à des publics qui sont là. Donc, elle a un jardin partagé où elle emmène les enfants là, les écoles, les centres de loisirs, elle fait des ateliers parents-enfants comme elle peut. Mais vraiment, elle a vraiment ce truc-là qui est là, c'est cette… voilà, donc je ne sais pas si elle est encore là, Sandra, mais voilà, moi c'était un sujet que… Voilà. Elle C'est t'a un fait un sujet que coucou. j'avais envie de partager. Je trouvais ça important de parler aussi du public et de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que voilà, on puisse vraiment accompagner tous les enfants dans ça. Et nous, ça nous a posé beaucoup de questions parce qu'on est en campagne, on est très privilégiés par ça, mais quand on est arrivé là, on a vu waouh. Voilà. Je ferme mon micro et je laisse ma question en suspens. Oui, oui, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir y répondre en plus. S'il n'y a pas de questions, est-ce que vous voulez bien vous signaler? Betty? Betty, tu veux dire quelque chose? Oui, juste une question par rapport au milieu de la ville, pour sortir avec les enfants. Avec des enfants d'un certain âge, ça ne pose pas de soucis. Quand ils sont grands, voilà, c'est assez facile, quel que soit le milieu dans lequel on est. Mais un souci, c'est avec les plus petits. Donc les 0-3 ans, quand dans des espaces publics qui sont particulièrement sales, avec les injections, les pipis sur les arbres, de chiens, les canettes. Voilà, c'est assez compliqué quand même de mettre en œuvre, je trouve, des activités pour les tout petits dans l'espace public en fait. Et du coup, si vous avez des billes par rapport à ça. Oui. On coupe ton micro, Betty, parce que c'est difficile au niveau sonore. Alors, Mathilde pense avoir compris ta question. Oui, j'ai pas forcément tout compris les différents freins que tu énumérais, mais en gros, ce que je comprends, c'est qu'en effet, pour les tout petits, l'accès au lieu est parfois compliqué en termes de temps de trajet, du dispositif d'accompagnement. Plus ils sont petits, plus il faut de l'encadrement.
Moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'abord d'être vraiment en veille par rapport à un lieu qui pourrait être fréquenté. D'y aller d'abord tout seul, de faire du repérage, de ne pas hésiter à solliciter les mairies par rapport à votre initiative de mettre en contact les enfants à la nature. C'est quand même des sujets qui se propagent de plus en plus dans toutes les institutions. Donc, je pense que c'est un droit, en fait. On devrait avoir ce droit-là de pouvoir avoir un lieu à proximité des écoles pour les mettre en contact avec la nature, et un lieu sécurisant qui ne soit pas jonché de déchets. Voilà. Après, c'est sûr que c'est vraiment une volonté de vouloir sortir avec des tout petits. Il faut un encadrement, il faut le préparer avec les parents, il faut travailler les parents aussi sur le fait de sortir parfois par des temps qui ne sont pas forcément. Voilà, il pleut, il fait froid, donc c'est des sujets qu'il faut vraiment travailler. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. On a eu d'autres webinaires où on a levé un par un les freins, où on a parlé de ces choses-là très pratico-pratiques. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment faisable, même avec des tout petits. Au dernier webinaire, on était plutôt sur un milieu rural, mais on était très étonnés de rencontrer le témoignage d'une enseignante en milieu rural, mais qui faisait marcher ses élèves, enfin ses tout petits, 25 minutes. Voilà. Alors, elle disait que c'était progressif tout au long de l'année, qu'elle disait aux parents déjà de ne plus les amener en poussette pour vraiment leur donner cette habitude de marche. Et là, on était en hiver et elle leur a fait marcher 25 minutes avec un petit lait chaud pour les réchauffer à la fin de la randonnée. Mais voilà, c'est vraiment possible. Il faut vraiment cadrer son projet, lever les freins un à un. Voilà. Est-ce que Marion, je n'ai pas vu Marion arriver. Marion, est-ce que tu es là? Je n'ai pas l'impression, hein. Par contre, Sophie est là, et Sophie était d'accord pour témoigner d'intervention en cours d'école, dans une cour d'école. Sophie, est-ce que… Oui, bonjour. Bonjour. Tu veux bien regarder le temps? Mathilde va regarder le temps parce que… Oui, donc moi, en fait, j'interviens dans une école maternelle avec une enseignante. Donc, je fais partie d'un jardin partagé sur Troyes, dans le Calvados, donc une petite ville moyenne. Et on a la chance, du coup, d'avoir un parc avec un vallon où on a notre jardin. Et l'idée du projet avec l'association, c'était de les accueillir tous les 15 jours sur le jardin partagé. Mais là, c'était un peu chronophage au niveau temps et de bénévolat, ça faisait beaucoup. On n'a pas eu d'accompagnement financier. Donc, pour éviter les allers-retours au niveau du jardin, on pouvait y aller à pied. Du coup, on a décidé de faire venir le jardin dans l'école. Donc là, on est à une intervention, une bonne heure, parce que c'est sur l'après-midi, donc après la sieste, suivant comment ils se réveillent. Donc c'est en maternelle avec des tout petits, un peu de moyens. Voilà, c'est une classe mixte. Et donc, du coup, on fait ça depuis 2 ans sur cette école-là, avec l'enseignante qui est partante. Donc, ça s'est bien passé. Après, voilà, c'était très, très riche d'enseignement au niveau des enfants. Donc, ils sont toujours partants. Enfin, là, ça, c'est vraiment agréable. On a le soutien de la mairie et des espaces verts qui ont accepté, du coup, le jardin à l'intérieur pour pas que ça leur gêne trop au niveau de la tonte. Et avec l'association des parents d'élèves, il y a eu 3 arbres fruitiers de plantés dans le jardin, et la mairie, là aussi, a remis des arbres fruitiers aussi, voilà, dans le jardin. Et on a eu un souci cet été, du coup, sur l'eau, voilà, l'arrosage l'été, quoi. Enfin, en école primaire, c'est là où c'est compliqué par rapport au jardin.
Et là, la mairie, voyant le projet, intéressée par le projet, va faire le tour d'eau en fait au niveau des agents municipaux pour que ça puisse être arrosé. Donc voilà. Donc après, quoi dire, donc là, ça permet de soutenir, nous, en tant qu'association de jardin partagé, où on a une connaissance au niveau du jardin, voilà, des compétences. Ça a permis de soutenir aussi l'enseignante qui se sentait un peu seule, voilà, moins soutenue au niveau de l'école. Voilà, les enseignants disent, on a essayé déjà de planter des choses, tout marche pas, ça va, avec le sexe, ça va pas aller. Voilà. Donc c'est vrai que ça permet, je pense, aux enseignants de se sentir soutenus. Et puis, de voir aussi pour l'enseignante que c'est possible de sortir en extérieur pour lire une histoire. Voilà. L'idée, c'est aussi, par le biais de ce jardin, de pouvoir l'amener dehors et voir qu'elle peut faire des ateliers d'art plastique, parce qu'on serait parti avec l'ATSEM, l'enseignante et les deux bénévoles de l'association du jardin partagé. Du coup, c'est ce que tu dis là, je le souligne parce que pour les autres, quand on démarre, c'est vrai que le jardin, c'est vraiment une super porte d'entrée. Tout le monde le comprend, ça c'est ancré depuis longtemps dans les écoles. Et de pouvoir montrer qu'on peut faire d'autres activités à côté du jardin, voilà, ça permet aussi de montrer à son directeur, à sa directrice que on fait aussi autre chose. Il y a des activités qu'on fait en classe qu'on peut faire dehors. Et c'est vrai qu'on ne se sent pas des fois pas à l'aise de dire je vais lire une histoire dehors. Là, par le biais du jardin, on peut montrer qu'on fait d'autres choses. Et ouais, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Voilà, je me tais. Ouais, ça. Et c'est vrai que avec les tout petits, au niveau temps, d'aller sur un lieu, c'est vrai que c'est plus long, même s'il y en a qui peuvent marcher à 25 minutes et c'est super. Mais c'est vrai que c'est moins pratique. En tout cas, ça demande aussi plus de temps. Donc là, c'était le moyen un peu compromis entre deux. Et du coup, nous, avec l'association du jardin partagé, on a fait aussi une plantation du coup d'arbres, de jardin forêt avec des plantations d'arbres, où on inclut les écoles dedans. On a fait aussi une charte de jardin pour inclure un peu les écoles avec une charte de jardin, c'était inclure les habitants du coup sur des choses à faire dans leur jardin. Et on avait, pour inclure les écoles, on leur a fait faire un concours de dessin. Donc, et après, chaque école maternelle, primaire et du coup le collège avait un autocollant qui représentait un niveau de progression dans les points à faire par rapport au jardin des particuliers. Donc là, ça a permis aussi de faire venir les parents au niveau des écoles. Il y a des implications comme ça pour essayer de stimuler par rapport aux écoles. Et oui, avec l'école maternelle, du coup, on a fini en fin d'année sur une animation. Enfin, c'est eux qui sont venus sur notre jardin partagé en fin d'année scolaire, toute une matinée. Ils ont pique-niqué sur place. Puis après, ils sont retournés à l'école faire leur sieste. Mais c'était très riche et ils étaient vraiment très contents, quoi. Et ils étaient super contents. Et après, oui, mais je reviens là avec mes parents. Voilà. Ça permet aussi, comme c'est dans un vallon, un parc, et ben du coup, eux peuvent aussi transmettre des choses à leurs parents. Donc, c'est vrai que c'est sympa. C'est une approche aussi intéressante. Voilà. Merci. Merci Sophie. Merci. Ouais, merci Sophie. Eh bien, vous savez quoi, on va rester en Normandie. On va proposer à Anne de nous expliquer de quoi elle veut témoigner. Alors, voilà, donc moi je suis… Et nous situer tout ça. Hein. Je suis en région d'Alençon et j'interviens parfois en ville, sur l'Aigle, Alençon, Argentan. Et j'ai mis en œuvre à différents niveaux d'ailleurs le protocole Sauval de Maru. En fait, c'est un protocole de sciences participatives à la base. Je crois que c'est le muséum qui l'avait induit. Où on propose aux gens d'examiner tout ce qui pousse dans leur rue, et puis ils peuvent remplir une fiche qui va être collectée. Donc il y a un petit guide qui s'appelle Sauvage de Maru qui permet d'identifier. Mais là, de façon moins formelle, j'ai emmené des groupes d'enfants et de plus grands aussi découvrir la biodiversité des plantes qui poussent dans le coin de rue, dans la proximité immédiate de l'école.
Et donc, c'est pareil, j'essaye de… Déjà, il y a l'observation, la découverte. Donc, du coup, l'œil s'aiguise et on s'aperçoit que ça pousse effectivement, comme on a vu, dans les fissures, dans les murs. Et on fait, une fois que soit on les fait rechercher le nom de la plante, souvent je la porte, mais je leur fais écrire le nom à la craie ou sur une ardoise quand c'est un temps pluvieux, et ça reste sur place. Et ce qui est super, c'est que ça fait du lien avec tous les habitants qui vont découvrir ce qu'ont fait les enfants, donc ils peuvent aussi dessiner un petit peu. Et puis, on peut apporter aussi, pour revenir au schéma qu'on a vu d'Hervé Brugnot tout à l'heure, on peut apporter tout un aspect ludique, poétique sur le sujet, sur le nom des plantes, sur la façon dont elles poussent. Tout à l'heure, on a vu le mur là en photo avec de la cymbalaire des murailles. On peut partir sur plein de choses, ce qu'on appelle aussi la ruine de Rome, etc. Parler de l'étymologie des plantes, des noms vernaculaires, il y a un peu de symbolique, de croyance, et c'est toujours très, très riche. Et les enfants, assez tôt, peuvent s'y intéresser et prennent beaucoup de plaisir à avoir marqué le nom de la plante, ils la retiennent et ils la font partager avec autrui. Et c'est à la fois une expérience de découverte, de connaissance et de partage, et c'est vraiment génial. Sans forcément rentrer dans l'aspect science participative, mais certains vont du coup aller plus loin et le faire. Merci Anne. Est-ce que Sylvain est parmi nous? Parce que… Est-ce que Sylvain est parmi nous? Pas sûr, hein? D'abord, je ne sais plus où on est. On est là. Je ne vois pas de Sylvain, hein. C'est dommage, il voulait nous en parler des sciences participatives. Et donc, ça mérite quand même qu'on dise deux mots. Il y a un grand nombre de programmes qui sont à la portée de tous, je dirais. Et je cherchais à vous partager un document qu'on va vous envoyer, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Écoute. Ah. François, ton micro s'est coupé. Il s'est recoupé encore là. On ne t'entend pas. Ouais, c'est bon. Là, Ouais, bon. là oui. Hein. Ouais, c'est bon là. Je partage. Tu m'entends toujours? Ouais, c'est bon là, c'est bien. Ok, d'accord. Voilà, c'est un petit problème technique qui est mystérieux pour moi. Quand je partage l'écran, le micro se coupe. Donc, j'étais en train de dire que les sciences participatives ont pour point commun de proposer un protocole d'observation d'une espèce bien définie et un protocole d'envoi de données des observations, souvent sur le Muséum d'histoire naturelle. Et alors, là, faites votre choix. Il y a l'observatoire participatif des vers de terre. C'est très marrant à faire, je ne vous en dis pas plus. Il y a l'opération papillon. Ça consiste à observer les papillons, on les compte. Et bien sûr, à chaque fois, il y a des outils qui sont téléchargeables. L'observatoire des bourdons. Les vers luisants.
un peu plus compliqué. Un dragon dans mon jardin, c'est observer les amphibiens dans les mares. Il y a une mission hérisson, les oiseaux, c'est l'observation des oiseaux des jardins. L'observatoire des sols, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même c'est à notre portée. Et Speople, c'est le suivi des insectes. Et ça consiste à se mettre 20 minutes devant une fleur avec un appareil photo et de de prendre en photo les insectes qui se posent. Et on envoie les photos sur un site. Et donc, celui dont parlait Anne est Sauvage de ma rue. Elle en a parlé, donc je ne reviens pas dessus. Donc, vous voyez, il y en a plein. Il y a vraiment un grand nombre de programmes et qui sont à notre portée. Et là aussi, on fait des sciences. Seriez-vous d'accord pour qu'on aille un peu voir le CPN Val de Seine? Alors, qui est Marie et qui est Estelle? Alors, moi, c'est Marie. Bonjour. Bonjour, et moi, c'est Estelle. Ok. Alors, vous, dites-nous où vous êtes, et là, on va bien comprendre que le thème de la nature en ville, c'est un peu votre truc. Bah, nous, on est sur l'Île-de-France. Estelle, beaucoup sur Paris même, et puis la proche banlieue, et moi un peu plus au sud, donc à la limite entre le rural et le très urbain, on va dire. D'accord. Parce que mais dans Paris, il n'y a rien, il n'y a que des maisons, il n'y a que des murs. Ah non, il n'y a pas de maison à Paris, il n'y a que des immeubles. C'est encore Oui, pire. des immeubles. Mais il y a des jardins sur les toits des immeubles, il y a des jardins partagés, il y a de la nature partout, et on arrive à trouver des parcs, on arrive à trouver ce qu'il faut, on arrive à trouver des petits bois en proche banlieue. Ça fait 10 ans maintenant que je fais de l'animation nature à Paris et en proche banlieue. Donc, on travaille avec des maisons de l'environnement. Il y a aussi des maisons de l'environnement vers chez nous. Et donc, on arrive à faire des petites animations comme ça. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas chercher les renards, les sangliers, les loups et je ne sais quoi. Il y a plein d'activités, souvent, je l'avais déjà dit, ça, mais il y a plein d'activités des carnets de la FCPN qui nous servent à rien. Enfin, les traces et indices, à part les traces de pigeons dans la neige, il n'y a pas grand-chose. Et encore quand il y a de la neige. D'accord, il n'y a pas de neige. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on arrive à faire quand même pas mal de choses à Paris. Et notamment avec la nouvelle campagne sur les haies, et ben, on se lance. Et il y a des petites haies dans les parcs et on va arriver à faire des choses avec. Donc, on a beaucoup d'écoles en Paris, proche banlieue même, qui sont intéressées, qui sont motivées, qui veulent faire justement découvrir les petites bêtes de l'eau. Il y a des rivières, les mares, découvrir la forêt, les petites bêtes de la forêt, faire du compostage, enfin voilà, vraiment faire du jardinage. On a pas mal de demandes, on remplit bien les agendas et voilà. Et on veut bien des exemples. Donnez-nous des exemples de ce que vous proposez aux classes, quoi, en pleine ville. Alors, on a des classes qui viennent sur Paris, on a beaucoup de demandes pour des classes d'eau et dans ces cas-là, ils sortent dans le cadre des projets de classes d'eau sur les projets eau, faire des sorties sur les parcs ou alors en proche banlieue sur les petites rivières de proche banlieue pour découvrir les plantes qui poussent au bord de l'eau, pour découvrir l'écosystème, les larves de libellules, etc., comprendre le cycle de vie qu'il peut y avoir à ces endroits-là, enfin voilà. Donc, on fait des animations comme ça. On a 2 jardins partagés, enfin un jardin partagé et un jardin pédagogique sur Paris, dans lequel on reçoit un club nature le mercredi, on reçoit les écoles, les périscolaires. Donc là, ils apprennent vraiment le jardinage, la découverte des petites bêtes, ce qu'on pourrait faire ailleurs en fait, mais avec une nature beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus urbaine, on va dire. Alors, je ne vais pas dire moins riche, mais on va dire différente d'ailleurs. On ne va pas trouver des orchidées sauvages, on ne va pas trouver, voilà, mais on aura des mauvaises herbes à identifier avec Sauvage de ma rue, on aura tout ce genre de choses. On n'aura pas forcément de grands lucanes ou de choses comme ça, mais on aura des gules, des mille-pattes, des trucs que les enfants vont découvrir, le cloporte, et puis comprendre les liens entre le vivant, en fait, les animaux, les plantes, faire le lien, les petites bêtes qui vont décomposer les feuilles, enfin, voilà, ça c'est des choses qu'on fait avec les enfants, faire des herbiers, reconnaître les plantes qui poussent à proximité de chez eux, enfin, il y a plein d'activités à faire quand même toute l'année avec les enfants, voilà. Donc, on a des temps aussi, on a des temps périscolaires aussi pas mal sur Paris avec la ville de Paris.
On a 7 ou 8 temps périscolaires sur chaque semaine avec les écoles de la ville, où là, on intervient soit dans nos jardins à nous quand ils sont à proximité de nos jardins, soit dans les jardins d'école. Et alors là, il faut s'adapter parce que les jardins d'école, c'est parfois une cour bétonnée, un petit endroit bétonné. Quand on l'a, le petit endroit bétonné, un petit endroit bétonné avec des petits bacs en bois hors sol. Et puis on nous dit, voilà le jardin de l'école. Bon, on va découvrir la nature à cet endroit-là. Alors, donc on essaye de faire pousser, on essaye de regarder, on essaye de voir s'il n'y a pas un peu de lierre sur le mur. Sinon, on leur ramène de la nature dans l'école aussi. Ça arrive parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas du tout de jardin. Donc, du coup, quand ils n'ont pas de jardin et pas possibilité de sortir, on ramène la nature dans l'école. On va leur ramener même des éléments naturels pour faire du land art parfois. Ça arrive. C'est nous qui allons collecter les pommes de pin et puis on leur apporte des pommes de pin. Ils découvrent les pommes de pin, puis après, ils font du land art. Voilà, donc on s'adapte, on fait comme on peut, on s'adapte, mais on arrive à faire des animations nature avec des éléments naturels en ville. Marie, tu veux ajouter quelque chose? Non, elle a déjà dit pas mal. Après, ouais, c'est vrai que il y a aussi l'inconvénient dans les parcs de la gestion du parc en question, où c'est plus ou moins laissé. Donc, l'idée aussi, c'est d'observer, de trouver des petits coins où il reste un peu de nature folle, où il reste des choses plus intéressantes, on va dire. Mais sinon, c'est aussi un aspect de dire, voilà, il y a des déchets, la tonte, dis c'est coupé très ras. C'est aussi leur faire réfléchir là-dessus. Ça dépend du niveau aussi, effectivement, comme disait l'intervenant tout à l'heure, avec les tout petits, ça va être très sensoriel, le jardinage ou des choses, sentir, toucher la nature. Et puis avec les collégiens ou les lycéens, on peut partir plus sur des inventaires ou des sciences participatives et essayer d'être plus complet dans notre recherche. Voilà. Après, je crois qu'elle a un peu tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Non, mais après, c'est pas totalement inintéressant. C'est vrai qu'on est en plein Paris. Enfin, on fait vraiment tous les quartiers. Tout à l'heure, j'ai pas eu le début parce que je suis arrivée en cours de route, mais tout à l'heure, j'entendais parler justement des quartiers avec des publics difficiles, effectivement. Et nous, on connaît ça aussi sur Paris. Nos locaux sont situés dans le 7e arrondissement. On est au cœur de Paris, dans les beaux quartiers. Et puis, on se promène dans tout Paris. Et puis, on se retrouve parfois en périphérie où le contexte est plus compliqué, où le climat est plus compliqué, ou même on a un jardin partagé dans le 19e, et ça m'est arrivé de faire des tours du jardin pour voir s'il n'y a pas des choses que les enfants ne doivent pas trouver dans le jardin avant qu'ils y aillent. Donc on fait un repérage, on se vite fait, avant on rentre avec eux, on regarde, et puis au cas où, et pourtant c'est un jardin qui est fermé, mais on sait qu'il est occupé la nuit, donc il y a toujours, effectivement, il y a des contraintes qu'on n'a peut-être pas forcément ailleurs, mais c'est pas forcément les mêmes types de contraintes. Voilà. Et du coup, c'est pas inintéressant. Enfin, moi, ça fait longtemps que je fais ça et c'est toujours pas inintéressant, en fait, parce que c'est de l'adaptation de l'animation nature. On va pas partir en forêt sauvage, on va pas faire ce qu'on pourrait imaginer comme animation nature avec nos jumelles pour observer des oiseaux rares ou je ne sais quoi. En fait, on va se contenter de voir des mésanges, des rouges-gorges, des petits troglodytes, des petits trucs, et puis on est content de les voir. Et puis cet après-midi encore, on avait un atelier, on a fait jardinage au jardin et le groupe de famille, on a vu le rouge-gorge venir à côté de nous, mais ils étaient enchantés, voilà. Oui, c'est ça aussi. Ils ont juste découvert le rouge-gorge à côté d'eux quand ils ont jardiné, et puis c'était magique pour eux. C'est que le public on leur a montré un oiseau rare, c'était exactement la même chose, quoi. Ils n'auraient pas fait la différence. Il était à côté d'eux, à quelques mètres, et ça leur a suffi. Ils étaient, voilà. Pour eux, c'était un oiseau rare. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est de la nature commune, mais que les gens ne connaissent pas. Et donc, du coup, en fait, le fait de s'approprier leur quartier, on ne cherche pas forcément du sensationnel, en fait. Juste qu'ils soient là, qu'ils découvrent le ver de terre, l'escargot, la plante qui pousse, la graine qu'ils vont mettre. Voilà. Et puis, ça leur suffit, une petite balade dans le quartier pour découvrir, dans ce parc-là, là, vous voyez, vous avez tel arbre, vous avez tel arbre, vous avez tel arbre, ça se mange, ça se mange pas. Ah bon, je savais pas. Ah bon. Et puis, en fait, ça leur suffit de savoir si c'est une plante médicinale qui sert à ci ou à ça, une petite anecdote, un petit truc. Ça leur suffit. C'est pas forcément des grosses, on va pas dire des grosses animations, mais c'est vraiment du contact, du direct, du rapide, voilà. C'est de l'animation simple. Et donc, du coup, ça nous demande toujours, nous, du temps de réadaptation, parce qu'effectivement, nous, l'animation nature telle qu'on l'entend, quand on est dans des groupes, quand on est sur des réseaux, etc., l'animation nature, souvent, c'est faire du pistage, c'est faire du... Et nous, il n'y a pas tout ça. Donc, du coup, en fait, on prend ce qu'on a et puis on réadapte en permanence pour que ça puisse correspondre au public qu'on a et à leurs besoins, quoi.
Ok. Est-ce que parmi nous, autour de cet écran, quelqu'un a une expérience de renaturation de cours d'école ou d'aménagement de cours d'école? Pas tant que ça. Non. À Paris, ça se fait Bon, beaucoup. alors, oui. Ils ont On- un gros projet de cours végétal qui veulent ouvrir, Oui. les cours Oasis là, qu'ils veulent mettre en Oui, place. oui. Mm, Et, mais ils le font pas forcément avec des structures comme la nôtre. Ils le font tout mm. Oui. Quand c'est des grosses municipalités, oui, c'est un peu C'est particulier, mais compliqué. vous observerez que la plupart du temps, le prétexte, si on peut dire, c'est des raisons climatiques. C'est pas pour amener de la biodiversité ou pour que les enfants aient un contact avec la nature. La plupart du temps, l'angle d'attaque, c'est le climat. C'est pour rafraîchir les cours d'école. Alors, tant mieux, dans un sens, peut-être, peu importe, mais il y a aussi de la part des éducateurs à la nature ou des enseignants, aménager la cour d'école, ce serait plutôt pour redonner des possibilités à l'enfant de manipuler des bouts de bois, des bâtons, d'avoir des petites bêtes à proximité. Dans les ressources, je vais vous envoyer quelques fiches techniques parce qu'on en cherche des exemples. Là, en Basse-Normandie, à l'automne, pardon, en Normandie, à l'automne, dans le parc naturel des marais du Bessin et du Cotentin, un colloque va se tenir un colloque sur les aménagements le verdissement des cours d'école. Et tout à l'heure, je vais vous envoyer des fiches. Sinon, ce n'est pas très difficile de débitumer une cour. Hein. Techniquement, on a vu ça à Fécamp, dans la ville où travaille Mathilde. Dans une école, ils n'ont pas enlevé la totalité du bitume, mais on s'est aperçu en creusant qu'il y a très peu épais de bitume dans une cour, contrairement à une route où tous les X années, on remet une couche de bitume, mais dans une cour ou sur un parking, il n'y a jamais très épais. Et du coup, c'est très facile de casser le bitume. Hein. Alors, peut-être Mathilde, on peut proposer un tour de questions s'il y en a encore, ou si certains d'entre vous veulent. Parce que parmi les personnes qui s'étaient proposées pour des témoignages, je crois que certains ne sont pas là. Et donc, sauf si quelqu'un est là, mais on ne les a pas repérés. Alors, moi, je peux témoigner sur d'autres petites expériences que j'ai faites en ville et qui sont assez Alors, sympas. vas-y, Anne, comme ça, on va te laisser le témoignage de la fin. Parmi les animations sympas, déjà, je voulais réagir un petit peu sur le propos de Mathilde au départ et la présentation en disant qu'on peut faire venir la nature à l'école. Et moi, ce que j'aime bien faire prendre conscience aux enseignants comme aux enfants, c'est que quel que soit l'environnement, même si c'est hyper bitumé, la nature, elle est dans l'école. Et de faire un peu comme on a vu, la pierre de base des 5 pierres, faire le point sur ce qui est déjà dans l'école. Et on peut faire une enquête de biodiversité dans la cour de l'école. Donc, ça peut être un jeu, et puis on leur donne un petit secteur, et puis ils doivent relever tout ce qu'ils peuvent repérer comme flore ou faune dans leur petit secteur par équipe, et ça marche assez bien. Et on peut après exploiter tout ça, et après ça peut donner des pistes pour amener un peu plus de nature, mais déjà, même dans un milieu hyper artificialisé, on trouve des cloportes, on soulève un paillasson, on trouve des gendarmes sur les arbres au soleil, on soulève un paillasson, on trouve des cloportes, et il y a matière à faire des choses. Donc ça, c'était ma petite remarque sur la réflexion de Mathilde, il faut aussi partir de l'existant. Après, quand on a une ville où il n'y a pas grand-chose, moi j'aime bien, je peux faire des activités de vannerie sauvage, simplement avec des rejets, des arbres qui poussent dans les rues. On va cueillir des petits rejets de tilleuls, on va prendre des lanières de lierre sur les murs, et puis en rentrant, on va bricoler tout ça. Et puis on a fait des ateliers mangeoires qu'ils ont pu mettre dans la cour de l'école pour après observer les oiseaux. Donc on a fait une sortie où on a exploité un peu la nature, le peu de nature qu'on pouvait trouver en ville. On a fait une activité ludique manuelle, artistique, et après il y a un prolongement sur l'observation des oiseaux. Donc on a vraiment beaucoup de possibilités, même dans des milieux hyper artificialisés. C'est assez surprenant d'ailleurs. Voilà. Sandra souhaite
intervenir. Oui, du coup, en fait, par rapport à ce qu'a dit Louise tout à l'heure, parce qu'en fait, moi, j'anime des ateliers dans les quartiers prioritaires. Du coup, le quartier de Bellevue. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas du tout la même façon d'animer, parce qu'on n'a pas le même public. Nous, on est sur un public qui est vraiment éloigné de la nature, avec pas beaucoup de nature, beaucoup de béton. Et surtout, même parce qu'en fait, du coup, moi, je travaille sur Nantes et Saint-Herblain. J'ai la chance d'avoir pas mal de parcs autour de moi. Mais en fait, souvent, moi, ce qui va me poser problème, ça va être l'environnement. C'est-à-dire que je suis par exemple dans un parc, j'anime un atelier. Et là, en fait, il y a le trafic de drogue et du coup, les mecs, ils viennent déposer leur paquet juste à côté de nous. Les autres viennent chercher. Ou le premier atelier que moi, j'ai animé, en fait, c'était dans un petit jardin au pied des tours. Et en fait, on a eu une descente de flics parce que du coup, ils venaient arrêter des personnes. Et Comme une à heure fréquent. après, voilà, et une heure après, j'avais la personne de la ville avec sa tondeuse qui venait tondre tout mon outil de travail. Donc, on est vraiment sur d'autres problématiques. Et comme disaient les filles du CPN Val-de-Seine, c'est qu'en fait, il faut… moi, je viens vraiment en avance, il faut checker, voir en fait, du coup, comment ça se passe. Et après, moi, j'ai la chance d'intervenir aussi dans un grand jardin avec une prairie et un verger qui est vraiment entre Bellevue et un quartier du coup plus comment on va dire, plus huppé. Et là, en fait, je peux accueillir les écoles. Mais c'est pareil, c'est comme du coup, c'est un lieu qui est ouvert. C'est-à-dire que moi, je viens une demi-heure avant pour enlever les bouteilles d'alcool, les restes de paquets de cigarettes, toutes ces choses-là, en fait. Donc, quand moi, je vois, par exemple, Louise ou d'autres collègues qui ont leur lieu ou enfin, les choses qu'elles peuvent faire, c'est vrai que nous, du coup, c'est quand même plus compliqué. Mais on arrive quand même à faire des choses. Ok. Merci Sandra. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on dit, Mathilde? Encore un petit tour de questions. Si on a des gens qui souhaitent poser des questions sur des éventuels freins et que d'autres pourraient répondre. Là, on voit qu'on a voilà, Sandra vient nous expliquer les contraintes et ce qu'ils sont obligés de faire pour s'adapter à leur public, au contexte dans lequel ils travaillent. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Sinon, avant de nous quitter, si vous souhaitez recevoir la newsletter du collectif Éduquer à la nature, eh bien, je vous propose de placer votre adresse mail dans le chat. Je vais les recueillir et je vous abonnerai à la newsletter du collectif Éduquer à la nature, qui est quand même plutôt normande. On relaie plutôt les infos de Normandie. Mais tout le monde est bienvenu. Voilà. Eh bien, si on s'en tient là, eh bien, nous pourrions vous souhaiter bon courage pour la suite de vos activités. Et CPN Val-de-Seine, c'est vous qui parliez des rencontres de la classe du dehors? Non, c'est pas nous qui en avons parlé. On a une collègue qui y va, mais c'est pas nous qui en avons parlé. Ah, c'est votre collègue, d'accord. Mais on aura une collègue qui va y aller. Oui, c'est ça. Bon, mais oui, parce qu'on essaye de faire des classes dehors, on essaye de faire, même à Paris, on essaye. L'année dernière, on a un groupe d'adolescents qui, à la Maison de l'Environnement, nous a demandé un stage de survie. Donc, on a fait survie dans un petit bois marche bien. On a fait un survie dans un petit bois de
de proche banlieue, hein. C'était dans le 94 à Arcueil. Donc, en plein milieu urbain, on a trouvé un petit bosquet et on a fait survie dans le petit bosquet. Donc, ils ont appris à construire des cabanes et à survivre dans leur petit bosquet, les ados. Mais voilà, donc c'était très sympa. Au cas où ils sortaient du bosquet et qu'ils soient perdus dans le monde sauvage de la ville, ils savaient comment faire. Mais non, mais voilà, donc on fait quand même des choses sympas, mais on s'adapte forcément à notre environnement. Mais on fait aussi des classes dehors, on emmène aussi les enfants régulièrement dans la nature, on fait des classes vertes, voilà. Ça existe. Très bien. Paris aussi. Eh bien, écoutez, on va vous remercier pour vos témoignages, pour votre patience, votre indulgence. Et ne lâchez rien, continuez vos activités comme vous faites. Et restons en contact, restons en lien. Et n'oubliez pas de laisser votre mail dans le chat.